Voilà ce que j'ai appris après 30 ans passés dans des cabinets de thérapie, à écouter des centaines de femmes me décrire leurs relations amoureuses avec une précision chirurgicale. Il y a une seule émotion, une seule, qu'on ne peut ressentir qu'avec la bonne personne, pas avec n'importe qui, pas avec quelqu'un d'agréable, pas avec quelqu'un de disponible, avec fois la fois bonne personne, et cette émotion, je vais vous en parler aujourd'hui. Mais je vous préviens tout de suite, ce que vous allez entendre peut être contrarier certaines de vos croyances les plus ancrées sur l'amour. Restez jusqu'à la fin. Parce que la révélation n'arrive pas dans les premières minutes, elle arrive quand on a eu le courage de traverser tout le reste. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un intensément, passionnément, avec tout ce que ça implique de vertige, et pourtant senti qu'il manquait foi quelque chose d'indéfinissable? Écrivez-le là, en bas, je lis tout. Je vais commencer par une histoire, pas la mienne, celle d'une patiente que j'appellerai Isabelle. Elle avait 52 ans quand elle est venue me voir pour la première fois, bien habillée, posée, le genre de femme qu'on regarde dans la rue et dont on pense qu'elle a réglé tous ses problèmes. Elle s'est assise en face de moi, a croisé les mains et m'a dit avec une franchise déconcertante: Christophe, j'ai aimé 3 hommes dans ma vie, vraiment aimé. Et avec aucun des trois, je n'ai jamais réussi à être complètement moi-même. J'ai pris une seconde. Puis j'ai répondu: et avec vous-même, vous êtes complètement vous-même? Elle m'a regardé comme si je venais de l'insulter. Puis elle a souri, un sourire triste, le genre qui porte des années de réflexion non aboutie, et elle a dit non, jamais vraiment. Voilà, c'est ça le cœur du problème. Pas les autres, pas ces hommes qui n'étaient pas les bons, Isabelle, elle-même, la relation qu'elle entretenait avec sa propre intériorité. Parce que voici quelque chose que je n'ai cessé d'observer dans ma pratique clinique: on ne peut pas ressentir ce que j'appelle la foi plénitude affective, foi cette sensation rare, presque mystique, d'être à la fois pleinement soi-même et pleinement connecté à quelqu'un d'autre, si on n'a pas d'abord commencé à construire cette plénitude seul, en dehors de l'amour romantique. L'amour ne complète pas les gens cassés. L'amour révèle les gens en construction. Alors maintenant, parlons de neurochimie. Pas pour faire peur, pas pour transformer l'amour en équation, mais parce que comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on aime, c'est se donner les outils pour ne plus être sa propre victime. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous attire, votre cerveau libère de la dopamine. Cette petite molécule, qu'on appelle parfois la molécule de la récompense anticipée, crée un état d'excitation qui ressemble à de l'amour, mais qui en réalité ressemble davantage à une dépendance légère. Et je dis légère par politesse parce que si on l'examine sérieusement, les patterns cérébraux d'une personne nouvellement amoureuse ressemblent sur certains points à ceux d'une personne sous influence de cocaïne. Je ne cherche pas à déromantiser l'amour. Je cherche à vous donner une carte plus précise du territoire. Voici ce que dit la recherche en neurosciences affectives, et j'aimerais que vous notiez ça quelque part dans votre mémoire. La dopamine répond à la fois nouveauté et à l'incertitude, pas à la sécurité, pas à la constance. Ce qui signifie concrètement que les relations les plus addictives sont souvent les moins saines et que les relations les plus saines peuvent paraître au début moins électrisantes. Combien de femmes ont quitté un homme stable, attentif et sincère parce qu'il ne provoquait pas ce papillon dans l'estomac? Combien sont restés avec un homme chaotique, imprévisible, parfois blessant, précisément parce que ce chaos alimentait une réponse dopaminergique qu'elle confondait avec de la passion? La main levée mentalement, s'il vous plaît. Je veux maintenant vous parler d'une distinction capitale, et cette distinction, dans mes consultations, je la présente systématiquement en début de suivi.
la différence entre fois l'amour anxieux, fois et fois l'amour sécure. Ces termes viennent de la théorie de l'attachement développée par John Bowlby et affinée par des décennies de recherche. Mais inutile d'avoir un doctorat en psychologie pour les comprendre. L'amour anxieux, c'est celui qui vous réveille à 3 heures du matin pour vérifier si votre partenaire a répondu à votre message. C'est celui qui vous fait analyser le moindre ton de voix, la moindre pause dans la conversation en cherchant des signes d'alarme. C'est celui qui vous pousse à vous faire plus petite, plus accommodante, plus agréable, parce que quelque part, dans une couche profonde de votre psyché, vous êtes convaincu que si vous prenez trop de place, on finira par vous quitter. L'amour sécure, lui, ne ressemble pas à un film romantique. Il ne vous fait pas perdre le sommeil. Il n'est pas dramatique. Il ne se nourrit pas de crises suivies de réconciliations passionnées. Il ressemble plutôt à respirer, à rentrer à la maison et sentir que c'est vraiment chez vous, à parler de vos peurs sans craindre d'être jugé, à être en désaccord sans anticiper une catastrophe, et c'est là que la question devient intéressante. Est-ce que le manque de frisson dans une relation sécure signifie qu'on n'est pas avec la bonne personne? Ou est-ce que notre cerveau, conditionné par des années de schémas anxieux, confond l'absence de douleur avec l'absence d'amour? Pensez-y, vraiment, prenez 30 secondes. Je reviens à Isabelle parce que son histoire ne s'arrête pas là. Après plusieurs mois de travail ensemble, elle a commencé à identifier quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu regarder en face. Chacun des 3 hommes qu'elle avait aimés ressemblait, dans ses comportements émotionnels, à son père, un homme brillant, charismatique, euh, adorable par moments et totalement absent par d'autres, prévisiblement imprévisible. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce que les psychologues appellent la fois compulsion de répétition, fois cette tendance étrange et souvent inconsciente à reproduire des dynamiques affectives connues, même douloureuses. Comme si notre cerveau cherchait, à travers chaque nouvelle relation, à réécrire une histoire ancienne avec une fin différente. Le problème, on ne peut pas réécrire l'histoire de notre enfance avec quelqu'un qui n'était pas là, on peut seulement s'en libérer. Et ça, c'est un travail de fond. Pas de 2 semaines, pas d'une seule conversation avec moi sur YouTube, aussi instructive soit-elle. C'est un travail patient, régulier, parfois inconfortable, mais qui change absolument tout. Permettez-moi d'introduire maintenant un concept que j'utilise souvent dans mes livres et que j'appelle fois la conscience affective. Ce n'est pas de la pleine conscience au sens bouddhiste du terme, même si les deux se rejoignent sur certains points. C'est la capacité à observer ses propres émotions amoureuses avec suffisamment de recul pour les analyser, sans pour autant les nier ou les censurer. Concrètement, la prochaine fois que vous ressentez une forte attirance pour quelqu'un, pas juste un intérêt poli, mais cette attirance qui déstabilise, qui occupe vos pensées, posez-vous ces questions. Première, est-ce que cette personne est fois disponible? Pas juste physiquement, mais émotionnellement disponible. Est-ce qu'elle est capable de recevoir ce que vous avez à donner? Est-ce qu'elle est capable de vous donner en retour ce dont vous avez besoin? Deuxième, est-ce que cette attirance ressemble à quelque chose que vous avez déjà ressenti? Et si oui, comment ça s'est terminé la dernière fois? Troisième, et c'est la plus importante, est-ce que vous êtes attiré par cette personne ou par l'idée de ce qu'elle pourrait devenir, de ce qu'elle pourrait vous apporter, de ce que la relation pourrait être si les choses se passaient différemment qu'elles ne se passent en ce moment? Parce que l'amour du potentiel, c'est le piège le plus élaboré qui soit. On n'aime pas la personne réelle, on aime le film qu'on projette dans sa tête. Et c'est toujours à Hollywood qu'on produit ces films-là, jamais dans la vraie vie. Voici une donnée scientifique qui devrait vous faire réfléchir.
Des chercheurs de l'université de Harvard ont suivi des centaines de couples sur plusieurs décennies dans une étude longitudinale sur le bonheur, l'une des études les plus longues jamais réalisées sur ce sujet. Leur conclusion: la qualité de nos relations est le facteur le plus déterminant de notre santé physique et psychologique à long terme. Pas la richesse, pas le statut professionnel, pas même l'alimentation ou l'exercice physique, les relations. Mais pas n'importe quelle relation, les relations fois chaleureuses, les relations où l'on se sent vu, entendu, respecté, celles où l'on peut être vulnérable sans avoir peur d'être blessé. Ce résultat, il paraît évident, non? Et pourtant, combien d'entre vous ont passé des années dans des relations qui n'offraient rien de tout ça? Combien ont confondu l'intensité de la souffrance avec la profondeur de l'amour? L'amour ne fait pas mal, l'amour guérit. C'est l'attachement dysfonctionnel qui fait mal, et la confusion entre les deux nous coûte des années de vie. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle l'anesthésie émotionnelle. C'est un mécanisme de défense courant, particulièrement chez les femmes qui ont vécu des déceptions amoureuses répétées. Après un certain nombre de blessures, le cerveau, qui est avant tout un organe de survie, commence à réguler à la baisse la sensibilité émotionnelle. On devient moins vulnérable aux coups, certes, mais aussi moins accessible à la joie, à la tendresse, à l'émerveillement. C'est la patiente qui me dit « je ne ressens plus grand-chose ». J'ai l'impression d'être derrière une vitre. C'est la femme de 50 ans qui a été tellement blessée qu'elle a décidé, consciemment ou non, de ne plus vraiment aimer pour ne plus jamais vraiment souffrir. Et c'est là que je veux être clair, même si c'est difficile à entendre, cette vitre vous protège, oui. Mais elle vous isole aussi de l'unique expérience humaine qui puisse vous faire ressentir ce dont je parle depuis le début, cette chose précise que seul le bon amour peut provoquer. Cette chose, c'est ce que j'appelle la reconnaissance profonde. Le sentiment d'être vu, vraiment vu dans vos forces T, dans vos failles, dans votre lumière T, dans vos ombres, et d'être choisi malgré tout, pas à cause de votre perfection, à cause de votre complexité entière. Aucune relation superficielle ne peut vous offrir ça. Aucune relation basée sur la peur, le contrôle ou la dépendance non plus. C'est l'apanage exclusif de l'amour mûr, de l'amour construit sur la confiance et la liberté mutuelle. Parlons maintenant d'un biais cognitif très spécifique que j'observe fréquemment dans les histoires d'amour compliquées. On l'appelle le biais de confirmation. Il fonctionne de la manière suivante: une fois qu'on a décidé, même inconsciemment, qu'une personne est la bonne ou qu'une relation peut marcher, notre cerveau sélectionne préférentiellement les informations qui confirment cette conviction et minimise ou ignore celles qui la contredisent. C'est pour ça qu'on peut rester avec quelqu'un pendant des années en ignorant des signaux d'alarme pourtant évidents pour tout le monde autour de nous. Nos amis voient, notre famille voit, nous, on ne voit pas, ou plutôt on voit, mais on reframe chaque signal négatif pour le rendre compatible avec l'histoire qu'on veut croire. Il est comme ça parce qu'il a eu une enfance difficile, possible, mais ça n'excuse pas tout. Elle est distante parce qu'elle a peur d'aimer, possible. Mais la peur d'aimer ne justifie pas de vous rendre invisible. On a juste besoin de temps. Le temps ne change pas les gens qui ne veulent pas changer. Ce que le biais de confirmation fait, dans sa version la plus cruelle, c'est de transformer l'amour en un acte de déni. Et le déni n'est pas de l'amour, c'est de la peur habillée en amour. Alors, voici une question que je vous pose souvent en consultation et que je vous pose aujourd'hui à travers cet écran. Si la personne que vous aimez ou que vous avez aimée avait exactement les mêmes comportements mais que vous ne l'aimiez pas, les toléreriez-vous? Si une amie vous décrivait ses comportements chez son partenaire, que lui conseilleriez-vous? Je pose cette question régulièrement et la réponse, presque toujours, est la même: non. Non, je ne tolérerai pas ça d'un inconnu, non, je dirais à mon ami de partir, mais avec lui ou elle, c'est différent. Parce qu'avec lui, il y a l'histoire, les bons moments, les promesses, le fait qu'il n'est pas méchant,
juste compliqué. Le fait que partir semblerait être un aveu d'échec. Et c'est là que je veux introduire une notion fondamentale. Se respecter, ce n'est pas désamour. Partir de quelque chose qui ne vous nourrit pas, ce n'est pas lâcher prise. C'est faire le choix courageux de laisser de la place à quelque chose de meilleur. Se désengager d'une relation qui vous diminue, c'est l'acte d'amour-propre le plus puissant qui soit. Se désengager n'est pas désamour. C'est choisir de s'aimer assez pour ne pas rester là où on étouffe. Je veux maintenant faire une chose inhabituelle dans ce type de vidéo. Je vais vous donner un exercice clinique, pas un exercice de développement personnel piqué dans un livre de gestion du stress, mais un outil que j'utilise réellement avec mes patients, adapté au contexte de l'amour romantique. Cet exercice s'appelle Foi la lettre non envoyée. Voici comment il fonctionne. Prenez une feuille de papier physique, pas numérique, c'est important. Écrivez en haut le nom de quelqu'un que vous avez aimé et qui vous a blessé, ou quelqu'un avec qui vous êtes actuellement dans une relation compliquée. Puis écrivez, sans censure, sans relire en temps réel, tout ce que vous n'avez jamais eu le courage de lui dire, la colère, la tristesse, la déception, la gratitude, aussi parce qu'elle existe souvent, même là où on ne l'attend pas, et les espoirs trahis, et ce dont vous aviez besoin qui ne vous est pas donné. Cette lettre, vous ne l'envoyez pas, elle n'est pas pour lui, elle est pour vous. Parce que mettre des mots sur des émotions non résolues active des processus de régulation émotionnelle dans le cortex préfrontal qui, autrement, restent bloqués dans des boucles d'activation limbique. En termes plus simples, écrire, ça libère. Garder ça prisonnier dans votre tête crée une charge cognitive qui épuise et biaise votre perception. Faites cet exercice 7 semaines, pas dans 6 mois, 7 semaines. Permettez-moi de revenir sur la question centrale de cette vidéo parce que je ne l'ai pas encore répondu directement et certains d'entre vous s'impatientent et j'aime ça. L'impatience signifie qu'on est engagé. Quelle est cette chose précise que seul l'amour de votre vie peut vous faire ressentir? Ce n'est pas l'euphorie des débuts. Cette euphorie, une attirance chimique bien dosée, peut la produire. Ce n'est pas le sentiment de sécurité, un bon colocataire ou un animal de compagnie fidèle peut l'offrir. Ce n'est pas même la complicité intellectuelle ou physique qui existe dans des relations qui ne sont pas fois la fois relations. La chose précise dont je parle, c'est ceci, le sentiment d'être enfin autorisé à exister pleinement, pas la version polie de vous-même. Pas la version performante, la version qui gère, qui organise, qui sourit aux bonnes occasions, la version entière, avec ses contradictions, ses ambivalences, ses vieilles blessures, ses désirs inavouables, ses élans de générosité et ses jours de mesquinerie, tout ça ensemble dans la même personne et cette personne-là vue par l'autre, aimée par l'autre. C'est ça la chose. C'est ça la foi chose. Et je dis enfin parce que pour beaucoup d'entre vous, cette sensation-là, vous ne l'avez jamais vraiment connue. Pas avec un partenaire amoureux, pas avec votre famille, peut-être même pas avec vous-même. Et c'est là où je veux être honnête, même si ça dérange, parfois, c'est pas l'autre qui nous empêche de ressentir ça. C'est nous, c'est notre conviction profonde, souvent inconsciente, que nous ne méritons pas d'être vus dans notre totalité, que si quelqu'un nous voyait vraiment, il partirait. Cette conviction-là, elle a un nom clinique, c'est ce qu'on appelle un foie schéma précoce inadapté, selon le travail fondateur du psychologue Jeffrey Young. Ces schémas se forment dans l'enfance, souvent à partir d'expériences où nos besoins émotionnels légitimes n'ont pas été satisfaits, pas nécessairement par malveillance, parfois simplement par maladresse ou par ignorance de nos parents. Et ils continuent de fonctionner comme un logiciel dont on n'a jamais fait la mise à jour, dans toutes nos relations adultes, le schéma du je ne mérite pas ou, dans sa formulation plus technique, le schéma de la honte ou du défaut pousse à des comportements paradoxaux en amour. On cherche l'intimité, mais on sabote les relations qui pourraient vraiment la donner. On attire des partenaires qui confirment cette croyance,
On s'arrange sans en avoir conscience pour ne jamais être vraiment vu, parce que si on était vraiment vu, on pourrait être vraiment rejeté. Voilà pourquoi la question n'est jamais seulement est-ce la bonne personne? La question est toujours aussi est-ce que je suis prête à être vue? Il y a quelques années, lors d'une conférence, une femme dans le public m'a posé une question qui m'a arrêté net. Elle avait la soixantaine, les cheveux gris et une voix qui portait. Elle a dit Christophe, si à mon âge je n'ai toujours pas trouvé cette personne qui me voit entièrement, est-ce que c'est trop tard? J'ai pris un moment. Puis j'ai dit ceci, la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se reconfigurer tout au long de la vie, ne connaît pas d'âge limite officiel. Ce qui peut changer à 60 ans, ce n'est pas forcément la personne en face de vous, c'est parfois la personne que vous êtes face à vous-même. Elle a souri, pas un sourire de résignation, un vrai sourire, celui de quelqu'un qui reçoit quelque chose d'utile. Parce que voici ce que la recherche nous dit, et c'est une des données qui me tient le plus à cœur. Ce ne sont pas les changements dans notre environnement qui produisent les transformations les plus durables. Ce sont les changements dans nos patterns de pensée et dans notre rapport à nous-mêmes. Et ça peut arriver à n'importe quel âge. Ça peut arriver maintenant. Ça peut commencer aujourd'hui. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle les cercles d'intimité. Imaginez votre vie sociale et affective comme une série de cercles concentriques. Au centre, le plus petit, vous. Autour, le premier cercle, une ou deux personnes avec qui vous partagez une intimité profonde, une confiance totale, une vulnérabilité réciproque. Autour, le deuxième cercle, des amis proches, des membres de la famille avec qui vous avez une relation chaleureuse mais moins profonde, et ainsi de suite jusqu'aux cercles les plus larges, connaissances, collègues, relations superficielles. Le problème que j'observe le plus souvent, des femmes qui n'ont personne dans ce premier cercle, pas parce qu'elles manquent de valeur ou d'attractivité, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à s'y laisser aller, à être véritablement vulnérables avec quelqu'un, à demander sans avoir honte d'avoir besoin, à recevoir sans se sentir redevable. L'amour de votre vie ne peut pas exister dans les cercles extérieurs. Il doit être invité au centre. Et pour l'inviter au centre, il faut d'abord que vous soyez, vous, confortablement installé dans votre propre espace intérieur. Voici une métaphore que j'aime utiliser et que je vous offre à titre gracieux. Elle ne coûte rien à emporter, même si parfois le chemin pour l'appliquer coûte beaucoup. Imaginez deux arbres. Le premier arbre a des racines peu profondes. À la première tempête un peu sérieuse, il plie, il cède, ses branches s'arrachent, il survit parfois, mais chaque tempête l'affaiblit davantage. Le deuxième arbre a des racines profondes, solides, qui s'étendent loin dans la terre. La tempête le secoue tout autant. Ne nous racontons pas d'histoire, les arbres bien enracinés subissent aussi les tempêtes, mais ils restent debout. Et souvent, il sort même de la tempête plus ancré qu'avant. L'amour sain, l'amour de votre vie, ça ne protège pas des tempêtes. Ça vous donne des racines pour les traverser ensemble, debout tous les deux, les relations qui nous promettent qu'il n'y aura pas de tempête, les relations qui ont toujours l'air faciles, lisses, sans friction, sont souvent des relations où l'un des deux a décidé de ne jamais exprimer ce qu'il ressent vraiment. Et ça, c'est pas de la paix. C'est de la surface. Je veux aborder maintenant un sujet que peu d'hommes de ma génération abordent, et c'est peut-être pour ça qu'il m'importe particulièrement. La question de la solitude élective. Cette capacité, cette compétence, devrais-je dire, à habiter sa propre solitude, sans en faire une urgence à résoudre, sans se précipiter dans la première relation disponible juste pour ne pas avoir à rester seul avec soi-même. Parce que voici ce que j'ai observé, les femmes qui souffrent le plus en amour ne sont pas celles qui ont mal aimé,
Ce sont celles qui ont une relation difficile avec leur propre solitude. Elles fuient l'espace vide. Elles remplissent le silence. Elles acceptent des relations très en dessous de ce qu'elles méritent parce que l'alternative être seule, faire face à soi-même, apprendre à se tenir compagnie leur semble plus terrifiante que la souffrance connue. La solitude bien vécue n'est pas une punition, c'est un apprentissage. C'est le laboratoire où on apprend ce qu'on vaut, ce qu'on veut, ce dont on a besoin sans l'influence, la distraction ou la définition d'un autre. Et paradoxalement, et c'est l'une des grandes ironies de la psychologie affective, les personnes qui savent rester seules sans en souffrir sont souvent celles qui construisent les relations les plus épanouissantes, parce qu'elles n'ont pas besoin de l'autre pour exister. Elles choisissent l'autre. Et choisir, c'est infiniment plus puissant que dépendre. Prenons un moment pour respirer ensemble métaphoriquement. Nous sommes à peu près à mi-chemin de cette conversation et je veux m'assurer que vous n'êtes pas débordés par tout ce que nous explorons. Si c'est le cas, pas d'inquiétude. Ce n'est pas un examen. Ces idées doivent pouvoir être digérées lentement, peut être réécoutées, peut être notées. D'ailleurs, et c'est un petit défi que je vous lance, prenez ce soir 10 minutes pour vous asseoir avec une question simple, sans chercher à y répondre immédiatement, juste en la laissant exister. De quoi est-ce que j'ai peur dans l'amour? Pas les réponses sociales acceptables, les vraies peurs, celles qu'on ne dit pas à voix haute. Je veux parler maintenant de quelque chose que j'appelle les fois fantômes relationnels. Non pas dans un sens mystique, je suis thérapeute, pas médium, mais dans un sens psychologique précis. Ces fantômes, ce sont les résidus émotionnels de relations passées qui continuent d'habiter nos relations présentes et futures. Une femme qui a été abandonnée par son premier amour sérieux va, 20 ans plus tard, interpréter le simple fait que son partenaire actuel ne réponde pas à un message dans l'heure comme une menace d'abandon. Non pas parce que c'est une réalité objective, mais parce que son système d'alarme émotionnelle formé par cette expérience ancienne reste en état d'alerte permanent. Ces fantômes ne disparaissent pas avec le temps. Le temps seul ne guérit pas, c'est l'une des grandes illusions populaires sur la psychologie humaine. Ce qui guérit, c'est la compréhension, l'intégration et, souvent, un accompagnement professionnel. Le temps sans travail ne fait que vieillir les blessures. Le travail, lui, les transforme. Si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous vous surprenez à réagir de façon disproportionnée à des situations banales dans vos relations, si votre corps se met en mode panique, là où votre tête sait qu'il n'y a pas de danger, c'est peut être le signe qu'il y a un fantôme qui demande à être regardé en face, pas avec peur, avec curiosité, et si possible avec l'aide de quelqu'un de compétent. Je veux maintenant partager avec vous une observation qui m'a frappé dans ma pratique et qui contredit un certain nombre de clichés culturels sur l'amour après 50 ans. Contrairement à ce qu'on entend souvent à mon âge, c'est compliqué, les hommes disponibles sont rares, j'ai trop de bagages. Les personnes qui vivent leurs meilleures histoires d'amour après 50 ans ont une chose en commun. Non, ce n'est pas d'avoir retrouvé leur jeunesse. Non, ce n'est pas d'avoir rencontré quelqu'un d'exceptionnel sur une application de rencontre. La chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont à un moment de leur vie décidé d'arrêter de se définir par leurs relations passées. Elles ont fait le deuil de ce qu'elles pensaient que leur vie amoureuse aurait dû être et elles se sont présentées disponibles et entières à ce que la vie avait encore à leur offrir. Le deuil amoureux est un passage obligé, pas un point final, pas une preuve d'échec, un passage. Et de l'autre côté de ce passage, il y a quelque chose, pas nécessairement quelqu'un peut être d'abord soi-même, et ça, déjà, c'est quelque chose d'immense. Je vais être direct,
maintenant, parce que c'est mon style et parce que vous méritez cette franchise. Certaines d'entre vous, en écoutant tout ceci, ont déjà pensé à quelqu'un de précis. Une personne avec qui les choses sont compliquées, une relation qui vous tient éveillé la nuit, un ex dont vous ne savez toujours pas si vous avez bien fait de partir ou pas assez vite. Ou peut être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous fait ressentir quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, et cette intensité vous fait à la fois envie et peur. Pour vous qui pensez à cette personne précise, je veux dire ceci. Les émotions que vous ressentez sont réelles et légitimes. Elles ne sont pas des problèmes à résoudre, elles sont des informations. Le travail, c'est d'apprendre à les lire correctement, à distinguer ce qui vous parle de l'autre et ce qui vous parle de vous. Est-ce que vous êtes attiré par cette personne parce qu'elle vous permet d'être pleinement vous-même, ou parce qu'elle réactive quelque chose de familier, même si ce quelque chose familier est une souffrance connue? La réponse à cette question peut vous épargner des années de confusion. Avançons vers ce que j'appelle les fois marqueurs de l'amour sain. Ce ne sont pas des critères romantiques, ce sont des indicateurs observables, mesurables dans la quotidienneté d'une relation. Premier marqueur, vous vous sentez plus libre, pas moins libre, depuis que vous êtes avec cette personne. L'amour sain n'est pas une cage dorée. Il n'impose pas, il n'inquiète pas, il ne contrôle pas, il ouvre. Deuxième marqueur, vous avez le droit d'avoir tort. Dans l'amour sain, une erreur n'est pas un procès. C'est une information dont on peut rire ensemble ou qu'on peut traiter avec un peu de sérieux sans en faire un drame existentiel. Troisième marqueur, le silence est confortable. Être assis à côté de quelqu'un sans ressentir le besoin de meubler, de performer, de se justifier, c'est un indicateur de sécurité affective très fiable. Le silence inconfortable, lui, signifie souvent qu'on porte quelque chose qu'on ne peut pas dire. Quatrième marqueur, vous ne vous sentez pas coupable d'exister. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, de prendre de la place, d'avoir des besoins, d'être fatigué, d'être en désaccord. Votre existence n'est pas conditionnelle. Cinquième marqueur, et celui-là, il est subtil mais crucial, votre corps est détendu en leur présence. Pas juste votre tête, pas juste votre raisonnement rationnel qui dit sur le papier, cette personne est bien votre corps. Les épaules qui descendent, la mâchoire qui se décroise, la respiration qui s'approfondit, le corps garde la mémoire de tout. Et quand il se détend profondément avec quelqu'un, c'est souvent le signe le plus honnête de la sécurité affective. Il y a un concept que je n'ai pas encore mentionné et qui me tient particulièrement à cœur, la foi réciprocité. L'amour unilatéral n'est pas de l'amour, c'est de la dévotion, c'est du sacrifice. Et parfois, hélas, c'est un moyen déguisé de ne jamais recevoir, de rester dans ce rôle connu et confortable de celle qui donne sans jamais avoir à risquer d'être dans la position bien plus vulnérable de celle qui reçoit. Euh, Recevoir de l'amour, c'est aussi une compétence. Et pour beaucoup de femmes, surtout celles qui ont appris très tôt que leur valeur dépendait de leur utilité, c'est la compétence la plus difficile à développer. On se sent indigne de ce qu'on reçoit. On minimise, on retourne le compliment, on relativise le geste, on cherche l'arnaque derrière la gentillesse. Si je pouvais vous donner une seule chose pratique à travailler cette semaine, ce serait ça. La prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose de gentil, que ce soit votre partenaire, votre ami, votre fille, ne répondez pas « oh, c'est rien » ou « tu exagères ». Dites simplement « merci, ça me touche » et laissez-le entrer. C'est inconfortable. C'est tout petit comme exercice et c'est immensément difficile pour certaines d'entre vous, mais c'est là que ça commence. Je veux revenir pour la dernière fois à Isabelle, parce que son histoire a une suite. 3 ans après notre première consultation, elle m'a envoyé un court message.
Elle est en couple avec quelqu'un, pas quelqu'un de spectaculaire au sens hollywoodien, pas quelqu'un qui lui a fait une demande en mariage sur un toit de Paris au coucher du soleil, quelqu'un de présent, quelqu'un qui la regarde quand elle parle, quelqu'un avec qui, m'a-t-elle dit, elle peut être fatiguée, irrationnelle, incohérente, et se sentir aimée quand même. Et elle a terminé son message avec cette phrase que je n'oublierai pas: pour la première fois de ma vie, je n'ai pas besoin de me surveiller. Voilà. C'est ça la chose. Ne plus avoir besoin de se surveiller, être libre d'exister dans toute sa complexité, être vu, pas malgré qui on est, mais dans qui on est. Et ça, je vous le dis avec toute la conviction que 30 ans de thérapie m'ont donné, ça ne dépend pas d'abord de trouver la bonne personne, ça commence par décider d'être enfin la bonne personne pour soi-même. Avant de conclure, je veux vous parler d'une dernière chose, l'amour et le courage. On parle rarement du courage en amour comme si l'amour était censé être naturel, instinctif, évident. Mais aimer vraiment demande du courage. Être vulnérable demande du courage. Dire j'ai besoin de toi quand toute votre histoire vous a appris que les besoins ne sont jamais tout à fait bienvenus demande du courage. Aimer de façon sécure, ça ne veut pas dire aimer sans peur. Ça veut dire aimer en étant consciente de sa peur, en la reconnaissant et en choisissant quand même de s'avancer. Et il y a aussi le courage de partir, le courage de reconnaître qu'une relation ne vous nourrit plus peu, être qu'elle ne vous a jamais vraiment nourri et de prendre la décision de vous en extraire, même quand c'est douloureux, même quand vous ne savez pas encore ce qu'il y a de l'autre côté. Ce courage-là n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la forme la plus honnête et la plus exigeante du respect de soi-même. Voici le résumé de ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui et je vous demanderai de retenir au moins 3 de ces points. La chose précise que seul le bon amour peut vous faire ressentir, c'est le sentiment d'être autorisé à exister pleinement, sans surveillance, sans performance, sans condition. Cela ne peut pas arriver tant qu'on fuit sa propre intériorité, tant qu'on choisit des partenaires par familiarité anxieuse plutôt que par véritable compatibilité, tant qu'on confond l'intensité de la souffrance avec la profondeur de l'amour. Le travail n'est pas de trouver la bonne personne. Le travail est de devenir quelqu'un qui peut reconnaître la bonne personne quand elle se présente et qui peut la recevoir, l'accueillir, y rester. La neuroplasticité est de votre côté. Le changement est possible à 45 ans, à 55 ans, à 65 ans. Maintenant, votre défi pour cette semaine est double. Premier défi, écrivez la lettre non envoyée. Vous savez à qui, vous savez quoi dire. Écrivez-le. Deuxième défi, identifiez un moment dans votre semaine où quelqu'un vous a offert quelque chose, un compliment, un geste, de l'attention, et où vous avez minimisé ou renvoyé la balle. Hein. Revenez sur ce moment et la prochaine fois, laissez-le entrer. 2 défis simples, profondément transformateurs si vous les faites vraiment. Et maintenant, je vous demande quelque chose en retour. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une réflexion, un déclic, même un inconfort utile, abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour moi, pour vous. Pour vous assurer de ne pas passer à côté des prochaines conversations que nous allons avoir ensemble, laissez un commentaire. Dites-moi quelle est la phrase de cette vidéo qui vous a le plus touché. Ou posez-moi une question, je lis, vraiment. Et si vous pensez à une femme dans votre entourage, une amie, une sœur, votre mère, quelqu'un qui traverse une période difficile en amour, partagez cette vidéo avec elle, pas en disant « regarde, ça te correspond », juste en disant « j'ai regardé ça aujourd'hui et j'ai pensé à toi ». Parce que l'amour sain, le vrai, celui dont nous avons parlé pendant cette heure et demie, ça commence parfois par un geste aussi simple que ça, montrer à quelqu'un qu'on pense à lui. À très bientôt